Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour entendre Monsieur Antoine Boilet, que le président du Sénat envisage de désigner comme membre de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, en remplacement de Carole Bien-Aimée Besse, dont le mandat arrive à échéance aujourd'hui même. Je vous informe que cette désignation doit se conformer aux dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 4 de la loi du 30 septembre 86 qui précise, je cite, que l'ARCOM comprend 9 membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles, statuant un bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. À l'issue de l'audition, nous serons donc appelés, mes chers collègues, à nous prononcer par un vote à bulletin secret sur cette candidature. Je n'insisterai pas, Monsieur Boilet, sur le rôle cardinal joué par l'ARCOM au sein du paysage audiovisuel français, quelques semaines seulement après le renouvellement des mandats des présidentes de Radio France et de France Média Monde et quelques mois avant le renouvellement des deux principales fréquences de la TNT. Je ne reviendrai pas non plus sur la diversité des missions qui lui sont confiées par la loi. Son président Roch-Olivier Mestre interviendra du reste après vous, à 10h, dans le cadre de la table ronde que nous organisons sur l'avenir de la radio à l'heure du DAB+. Je vous laisserai en revanche nous présenter durant une quinzaine de minutes non seulement votre parcours et vos motivations, mais aussi et surtout votre vision de cette instance chargée de garantir dans notre pays la liberté de communication, le financement de la création audiovisuelle et la protection des droits. À l'issue de ce propos liminaire, je donnerai la parole aux membres de la commission qui souhaiteraient vous interroger, en donnant bien entendu la priorité à un représentant par groupe. Après avoir précisé que cette audition est filmée et retransmise en direct sur le site internet du Sénat, je vais désormais vous laisser la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je suis très ému d'être devant vous ce matin, auditionné par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation du Sénat. Et je vous avoue une certaine surprise quant à l'accélération de ce calendrier, puisque j'étais encore hier soir à Biarritz avec les équipes de France Télévisions pour le FIPADOC. Je serai bien entendu ravi de répondre à toutes vos questions. Permettez-moi peut-être dans un premier temps, en préambule, de vous dire quelques mots me concernant et de partager effectivement avec vous les enjeux essentiels de l'ARCOM dans les années qui viennent. Mon expérience à France Télévisions, premier média des Français, m'a placé pendant près de 22 ans de façon opérationnelle au cœur des enjeux et problématiques stratégiques, industriels, concurrentiels et éditoriaux du secteur audiovisuel en général et de l'audiovisuel public en particulier. J'ai eu la chance, au cours de ces années, de beaucoup évoluer à France Télévisions auprès de 4 présidents et présidentes. J'ai commencé au niveau des régions de France 3. J'ai ensuite travaillé à la direction générale de France Télévisions, à la création de France 24, la création de France 4, les négociations avec l'État actionnaire du contrat d'objectifs et de moyens. J'ai également ensuite intégré la régie publicitaire de France Télévisions au moment où nous recherchions des recettes complémentaires après la disparition de la publicité après 20 heures. Un septennat, un peu plus qu'un septennat passionnant ensuite à France 2, en tant que directeur adjoint des programmes, secrétaire général, directeur délégué de la chaîne, et puis plus récemment, secrétaire général des antennes, et depuis 2 ans, directeur adjoint de la communication et du marketing de France Télévisions. Et au travers de ces responsabilités successives, j'ai eu la chance et l'opportunité d'intervenir sur toute la chaîne de valeur et de compétences de notre secteur, avec à la clé de nombreux résultats, des réalisations concrètes et des lignes que j'ai toujours eu à cœur de faire bouger. Les programmes et le renforcement de leur événementialisation,
le management des équipes, mais aussi le management des talents dans tous les domaines et dans tous les genres de programmes. Les enjeux, vous en parliez, de la création audiovisuelle et cinématographique, clé de voûte de notre exception culturelle, l'information indépendante au service du pluralisme et de la démocratie, le développement des partenariats entre les différents acteurs de l'audiovisuel public, la proximité et la représentation de tous les territoires sur les antennes, une politique active en matière de diversité et d'inclusion pour mieux rassembler et représenter les Français, un engagement fort sur des questions de société essentielles au travers de programmes emblématiques pour lever les tabous et faire bouger les lignes et les représentations et lutter contre les discriminations. Et je dirais en conclusion une stratégie éditoriale et de développement ambitieuse pour mieux répondre et répliquer à la concurrence des plateformes de vidéo à la demande internationale. Je tenais aussi à insister sur le fait que j'ai aussi fait partie d'une aventure entrepreneuriale à la fin des années 2010. J'ai fait partie de l'équipe d'une chaîne thématique privée qui s'appelait Ma chaîne étudiante et j'ai eu à cette occasion l'opportunité d'animer une émission politique à destination des jeunes qui s'appelait Face aux jeunes. En outre, ma seconde casquette qui m'amène à me présenter devant vous aujourd'hui, celle de professeur des universités associées au CELSA Sorbonne Université, m'a offert la possibilité depuis plus de 15 ans, d'une part de partager avec de très nombreuses promotions d'étudiants des clés et codes de compréhension et d'analyse des industries médiatiques, et d'autre part de donner à tous ces étudiants l'envie d'intégrer ces secteurs pour faire bouger les lignes, pour raconter des histoires à un large public dans tous les genres de programmes, créer et accompagner des contenus qui fédèrent, interrogent et font sens, participer de notre exception culturelle et du rayonnement de notre culture à l'international. J'ai ainsi pu développer une expérience et une expertise que j'espère reconnue, et ce à plusieurs titres. L'analyse des transformations et des mutations du secteur audiovisuel sur la chaîne de valeur, la compréhension des nouveaux enjeux de la régulation, la nécessité de l'événementialisation pour mieux créer un sentiment d'urgence autour des programmes à fort potentiel d'audience et d'impact, le décryptage des stratégies d'adaptation des groupes TV historiques à la nouvelle donne concurrentielle dans l'univers numérique. Fort de cette riche expérience, je souhaite aujourd'hui vivement, à 45 ans, donner un nouvel élan à mon parcours en mettant ma connaissance intime de l'audiovisuel, de ses rouages et de ses différents acteurs au service de l'intérêt général d'un secteur essentiel au vivre ensemble et au rayonnement de la France et placé face à de multiples défis et frontières. Je tiens d'ailleurs à souligner à ce stade devant vous que mon expérience et mon réseau vont bien au-delà du seul secteur de l'audiovisuel public. J'ai ainsi de très nombreux contacts et relais dans la plupart des groupes TV privés. À titre d'exemple, c'était il y a un petit moment, mais j'ai commencé mes stages à HEC par un stage de 6 mois à TF1. Je vous l'ai dit, j'ai fait partie de l'équipe projet qui a lancé et créé France 24, qui était à l'époque un partenariat entre France Télévisions et TF1. Je connais aussi extrêmement bien les principaux producteurs intervenant sur le marché français et j'ai également développé au fil des ans des relations d'échange et de confiance avec les syndicats de producteurs, les sociétés d'auteurs, les principales rédactions ainsi que les acteurs du numérique. J'ai donc aujourd'hui la conviction d'avoir les capacités et la crédibilité pour appréhender et accompagner au mieux les nombreux enjeux d'avenir des secteurs de la communication entrant dans le champ de la régulation de l'Arcom. Des enjeux qui sont autant de combats que j'ai envie de porter autrement, avec toujours autant de force, de conviction et d'envie de faire bouger les lignes, et des combats qui sont aussi les vôtres au sein de cette commission. Je vais essayer d'en dire quelques mots avant de passer, bien entendu, à vos questions. La défense de notre exception culturelle et de la création française tous azimuts. La représentation sur les antennes et dans les programmes
de toutes les diversités de la société française et de tous les territoires, en veillant plus particulièrement à la ruralité et aux Français de la France d'à côté. Au-delà des polémiques parfois stériles, au-delà de la société du défouloir, qui ne tardera pas à lasser, comme l'a dit récemment Sybille Veil, les médias audiovisuels et numériques, pas uniquement publics, au travers de leur fonction de représentation et dans la nuance, en prenant sans doute de la distance par rapport à une certaine posture de verticalité, ces médias doivent jouer un rôle moteur pour redonner de l'espérance et reconstruire une relation de confiance avec les Français. Il s'agit d'un enjeu démocratique et d'un enjeu de société essentiel au niveau du vivre ensemble. L'ARCOM a fait beaucoup bouger les choses ces dernières années. Souvenons-nous de cette expression du CSA à l'époque, pointant du doigt la pâleur de nos écrans. Force est de constater que ce sont ces prises de position, et j'ai été un acteur à France Télévisions sur ces sujets, qui ont amené justement les acteurs à bouger sur ces questions. Il faut donc aller plus loin, amplifier les efforts, et je serai à la disposition du collège pour le faire. Dans cette optique, l'ARCOM doit accompagner également avec conviction les médias pour qu'ils parlent plus, qu'ils relaient plus les initiatives locales et la créativité des territoires, qui sont autant de sources d'inspiration. Au cœur de cet enjeu politique, de cet enjeu citoyen et de cet enjeu de société, nous avons bien entendu les valeurs et l'universalité de la République, cette République une, indivisible et laïque. Et je tiens d'ailleurs à souligner sur ce volet de la laïcité que pendant plusieurs années, les émissions religieuses de France Télévisions étaient rattachées à mes services. Dans le prolongement, la question essentielle du handicap et de l'inclusion. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions à France Télévisions. Beaucoup reste encore à faire à l'ARCOM et j'espère pouvoir y apporter ma contribution. Autre chantier essentiel que vous portez beaucoup dans cette commission, c'est bien entendu la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias, main dans la main avec notre école, et une attention accrue quant au respect par les acteurs régulés, je le dis de façon claire, des règles relatives à la déontologie, au respect des publics et au pluralisme. Il s'agit là d'un enjeu de société en matière de développement de la citoyenneté. Je voudrais également partager une réflexion avec vous quant à, sans doute, un accompagnement encore plus important, sans ingérence, et dans le cadre de la liberté de la communication audiovisuelle, qui est le socle de notre régulation, un accompagnement par l'ARCOM sans doute plus important des médias audiovisuels et numériques pour qu'ils fassent œuvre et preuve de plus de pédagogie, notamment vis-à-vis des jeunes publics et au-delà des seules périodes électorales, afin de mieux expliquer nos institutions, leur fonctionnement, le rôle du Parlement ou encore les enjeux de la décentralisation. Cet enjeu me semble essentiel pour restaurer la confiance entre les citoyens et la démocratie, favoriser effectivement une démocratie plus participative et amener les plus jeunes à se détourner peut-être de l'abstention. Le maintien, autre enjeu essentiel au sein du secteur audiovisuel, d'un équilibre entre les groupes privés et les acteurs publics. Cet équilibre est le gage du pluralisme des médias et c'est une valeur et c'est un point absolument fondamental. Et je resterai dans ce cadre toujours un fervent défenseur de l'audiovisuel public, et ce d'autant plus en ces temps agités à tout point de vue, mais il nous faut un équilibre avec les acteurs privés, et il nous faut donc des acteurs privés solidement implantés. D'où l'enjeu, au nom de cette souveraineté culturelle, de construire ensemble une capacité de riposte de notre paysage audiovisuel français à la nouvelle donne concurrentielle internationale. Nous devrons collectivement favoriser l'émergence de champions nationaux et européens et le développement de dynamiques de coopération entre les acteurs publics et privés. Pour cela, c'est l'ancienne HEC qui se permet d'ajouter cette petite remarque, il faudra sans doute collectivement se poser très sérieusement la question, je sais que vous êtes très impliqués sur ces problématiques, la question de l'évolution dans notre secteur
des dispositifs en vigueur en matière de droit de la concurrence et de règles anti-concentration. De ce point de vue-là, l'ARCOM joue un rôle important au niveau de son rôle de consultation et d'expertise par rapport au secteur. Enfin, des enjeux tout aussi essentiels dont on pourra peut-être reparler en matière de protection du droit d'auteur, de lutte contre le piratage, en matière aussi d'initiatives au long cours pour favoriser les offres légales, et enfin des enjeux qui m'ont beaucoup préoccupé à France Télévisions en matière de solidarité, de santé ou encore d'environnement. J'ai aussi à cœur, si vous me faisiez confiance, de pouvoir accompagner l'ARCOM dans le développement d'un dialogue régulier avec le Parlement et plus particulièrement avec votre commission. Sur tous ces combats, Monsieur le Président, j'ai obtenu des résultats concrets ces dernières années. J'ai envie de les poursuivre et de les amplifier autrement, avec toujours chevillé au corps et au cœur la soif et l'ardente obligation d'aller toujours plus loin et de faire bouger les lignes et les représentations sur toutes ces questions. Tous ces enjeux que j'ai évoqués avec vous doivent amener sans doute l'ARCOM à être encore plus au cœur du débat, au cœur de la cité, et je voudrais pouvoir humblement participer de cette dynamique avec toute ma personnalité et mes convictions. Permettez-moi peut-être en conclusion d'avoir avec vous un mot plus personnel. Tout comme vous, j'ai une autre idée de la République et de ses institutions. Après tout ce parcours dont j'ai essayé de vous donner quelques lignes directrices, être aujourd'hui devant vous, sur proposition du président du Sénat, pour intégrer l'autorité publique indépendante qu'est l'ARCOM est un grand honneur. Si vous m'accordiez votre confiance, celle-ci m'honorerait et m'obligerait. Au regard des enjeux importants évoqués à l'instant, d'un point de vue démocratique ou encore économique et culturel, la responsabilité serait pour moi immense et je ferai tout pour me mettre à sa hauteur et à la hauteur de votre confiance. Enfin, attaché viscéralement au mérite républicain, je verrai dans votre décision et dans votre approbation une marque de reconnaissance de mon travail et de mon investissement dans ce secteur. J'en profite pour remercier d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance et fait grandir au fil des ans. Ils se reconnaîtront et j'ai aussi ce matin devant vous, là aussi avec émotion, une certaine pensée pour toutes les équipes que j'ai été amené à piloter ou avec lesquelles j'ai été amené à travailler ces dernières années à France Télévisions. Et je tenais enfin à saluer devant vous le collège de l'ARCOM et ses équipes que je serai ravi de rejoindre prochainement si vous confirmiez cette proposition de nomination. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie et je reste bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Boilet. Alors, plusieurs questions. On va les regrouper comme ça. Je vous invite à les noter, en commençant par Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boilet. Je vous prie d'ores et déjà de m'excuser puisque je devrais quitter la réunion avant que vous commenciez à répondre. Donc, je prendrai connaissance de vos réponses ultérieurement et mes collègues n'hésiteront pas à me donner les informations. Je voulais vous interroger plus précisément sur l'ARCOM et les conclusions de notre travail de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur l'industrie pornographique, puisque nous avons travaillé avec trois autres rapporteurs, Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen et Laurence Rossignol, pendant 6 mois sur ce sujet, et nous avons fait un certain nombre de propositions, 3 propositions précises sur l'ARCOM et l'industrie de la pornographie. Je voudrais juste rappeler qu'en matière de contrôle de l'interdiction d'accès des mineurs à la pornographie, l'ARCOM exerce aujourd'hui des compétences en amont et en aval. En amont, il s'agit notamment de mener des actions pour que les dispositifs de contrôle parental soient mieux connus, installés et activés,
On sait qu'aujourd'hui, ces dispositifs de contrôle parental sont assez complexes et assez inopérants en termes d'utilisation simple. En aval, il s'agit aujourd'hui de faire appliquer les dispositions d'une loi, la loi du 30 juillet 2020, qui oblige les sites pornographiques à mettre en place des systèmes efficaces de blocage pour l'accès des mineurs. Le président de l'Arcom avait fait une saisine. Il s'est concentré sur des sites qui avaient le plus grand nombre de visiteurs uniques. Or, on sait que seuls 25% des adolescents se connectent à ces sites qui étaient visés par la saisine du président de l'Arcom. Donc, est-ce que vous comptez vous attacher à travailler sur les autres sites? Et je voudrais juste rappeler 3 recommandations que nous avons faites. Assermenter les agents de l'Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs, donc avancer plus rapidement. Confier à l'Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives au montant dissuasif à l'encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Et enfin, définir dans les lignes directrices de l'Arcom les critères exigeants d'évaluation des solutions techniques de vérification d'âge. Avec ces propositions, je voudrais juste vous demander, Monsieur Boilet, si vous estimez que l'Arcom a besoin de ressources humaines supplémentaires et de moyens supplémentaires pour mettre en application ces recommandations. Je vous remercie. Céline Boulay-Espéronnier. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur, pour cette présentation qui a longuement évoqué votre parcours et qui permet de mieux nous connaître. On sent effectivement chez vous le défenseur, selon vos propres termes, de l'audiovisuel public et cette volonté toujours croissante et que nous partageons largement dans cette commission de mettre le média public au cœur de la société et de la démocratie participative. J'aurais 3 questions, justement. La première concernant la gouvernance de l'audiovisuel public, puisque le Sénat a été à l'origine de 2 rapports qui sont aujourd'hui des références, qui sont d'abord le rapport Leleu-Gatolin de 2015, et puis plus récemment le rapport Hugonnet-Carucci de 2022. Et je voudrais savoir quel regard vous portez sur la gouvernance de l'audiovisuel public. Est-elle assez efficace? Et savoir comment renforcer les mutualisations et la coordination de celles-ci. Deuxièmement, France Télévisions, TF1 et M6 envisagent de fermer leur plateforme Salto, qui a été lancée à l'automne 2020. Le service public a engagé plus de 70 millions d'euros dans ce projet, qui, malheureusement, comme vous le savez, a échoué. Quelles sont les raisons, selon vous, de cet échec? Et comment voyez-vous l'avenir numérique de France Télévisions? Et enfin, notre commission organise ce matin une table ronde sur l'avenir de la radio et le DAB+, ça a été évoqué par le président Lafont. Que pensez-vous de la radio numérique? Alors que plusieurs pays européens envisagent une extinction de la FM à compter de 2030, faut-il, selon vous, s'engager dans une voie similaire? Oui, merci, Président. Merci, Monsieur, pour votre présentation. À chaque fois que nous avons eu à délibérer sur des nominations à l'Arcom, j'ai dit la même chose. Je vois que ça ne change pas et ça met un peu en difficulté l'audition parce qu'il ne s'agit pas de vous ou de mise en cause de vous dans ce que je vais d'abord dire. Un processus de nomination, c'est quelque chose qui forcément est un choix. C'est pas une nomination en soi, c'est un choix. J'ai demandé que quand nous sommes, nous, ici, devant une proposition, nous puissions savoir quels étaient les choix qui ont conduit à nous présenter votre candidature. En gros, le poste est ouvert. On sait que le président du Sénat doit proposer, et donc des professionnels, des prétendants écrivent ou demandent au président du Sénat de pouvoir se présenter à lui, probablement pour qu'il fasse un choix. Ça ne tombe pas du ciel. Le président du Sénat, en conscience, apprécie et nous propose. Mais on ne sait jamais sur quelle base
cette proposition est faite. Si on disait on ne veut pas de monsieur, ça serait quelque chose dirigé contre lui. Quand c'est un choix, c'est un choix et personne n'est bien, mal ou je ne sais pas quoi, mais on considère que on préfère ou tel profil, etc. Donc ça me semble bon sens et l'esprit même de la loi auquel j'ai contribué pour ce qui est des nominations à l'ARCOM, à l'époque CSA, dans ma tête, dans la tête de ceux qui faisaient cette proposition sur le mode de nomination, il y avait cet état d'esprit-là et qui permettait, oui, qu'il y ait des vraies délibérations, qu'il y ait une émulation et qu'il y ait un choix éclairé de la part des parlementaires. Là, encore une fois, malgré le fait que je l'ai dit, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est à chaque fois la même chose et à chaque fois presque pire, parce que franchement, comme vous dites, apparemment le calendrier s'est accéléré. Il a eu beaucoup le temps de prendre des distances et de prendre connaissance pour pouvoir aujourd'hui dire les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et ça n'est pas vous le problème dans ce que je viens de dire. Et je le redis, voilà, peut-être qu'un jour ça changera. À partir de là, mes questions sont un peu plus sur votre vision par rapport à des enjeux de l'ARCOM aujourd'hui. Votre parcours, il est effectivement dans l'audiovisuel public, il est dans, comme vous l'avez dit aussi, sur toute la chaîne de création de valeur, donc une vision globale. Je serais intéressé à savoir si vous avez une idée, parce qu'à l'ARCOM, il y a chaque membre pilote un secteur, l'information, les nouvelles technologies, chacun a sa spécialité, apporte quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de ce qui serait votre place parmi les 9 et votre valeur précise et ajoutée dans ce dispositif? Mais ma question, c'est par rapport aux enjeux de l'ARCOM. J'aimerais bien avoir votre vision, parce que c'est des enjeux immédiats. L'ARCOM maintenant est assez puissant, a un champ important et traite d'un enjeu qui est fondamental pour les démocraties. On l'admet aujourd'hui quand même, l'enjeu de l'information, quand on voit ce qui peut se produire dans le monde sur des dynamiques créées par de la communication dans les sociétés, on voit bien que l'enjeu est majeur. Et en France, je rajouterai un troisième rapport référence, un peu de notre commission ces derniers mois, il y a ce sujet des concentrations et l'ARCOM qui doit en traiter sur tous les aspects, y compris industriels, qui a son mot à dire, a aussi, en facial pour l'opinion, une défaillance qui accroît le sentiment que cet organisme important ne servirait pas à grand-chose. Ce n'est pas mon point de vue du tout, hein. Mais quand vous avez de façon répétée sur des chaînes de télévision des propos scandaleux ou des propos qui devraient être punis par la loi ou des logiques d'émissions qui tendent absolument le débat public, voire même qui propagent des fake news. Quand il y a de telles dynamiques, il y a des sanctions, et je sais que certaines vont arriver bientôt, des délibérations, qui arrivent assez tard. Les gens ont donc l'impression qu'il n'y a pas eu de réaction, même si on a une tard. Et puis, que pensez-vous des moyens que devrait avoir l'ARCOM pour pouvoir intervenir de façon plus rapide et plus globale sur de telles dérives, y compris jusqu'à fermer les antennes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez de l'ordre des compétences de l'ARCOM quand les conventions qu'elle a passées avec des chaînes ne sont pas respectées?
Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boilet, pour vos propos, pour votre présentation. Je vais aller très vite. Moi, je vous pose quelques questions très, très directes. Vous avez dit que vous avez fait toute votre carrière dans le public, malgré le stage de début sur TF1, c'est ce que j'ai entendu. Justement, quelle sera votre approche, votre attitude quand vous allez vous retrouver face à vos anciens amis du secteur public et face à vos anciens concurrents du secteur privé? J'ai vu aussi que vous avez été président de la promotion de juillet 2022 du CELSA. Vous avez encore votre casquette dans France Télévisions, et là, vous avez déclaré « Nous avons plus que jamais besoin de notre indépendance financière et éditoriale ». À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la suppression de la redevance de l'audiovisuel public? Ensuite, on a parlé beaucoup de concurrence publique-privée, mais moi, je voudrais aussi parler d'une troisième, et pour moi la plus importante, c'est la concurrence des grandes plateformes étrangères, justement. Quelle est votre position là-dessus? Et puis, puisque nous sommes dans un lieu très politique, je voudrais savoir aussi quelle est votre approche sur le temps de parole lors des périodes électorales. Merci beaucoup. Yann Chantrel. Oui, merci Monsieur le Président. Et effectivement, moi aussi, je voulais revenir avec vous parce que dans vos propos liminaires, vous avez mis en avant, et on le partage tous, la nécessité que nous partageons de garantir une information indépendante au service du pluralisme, la démocratie. Puis vous avez aussi mis au cœur de votre propos liminaire la lutte contre les discriminations, lutte auxquelles nous sommes particulièrement attachés également. Comme ça l'a été très bien dit par mon collègue David Assouline, vous avez déjà finalement des cas pratiques. On aimerait bien avoir effectivement votre position par rapport à des manquements graves à ces principes de pluralisme et des messages de haine qui sont un peu véhiculés à flux continu sur des chaînes, pour ne pas les citer, C8, CNews, avec même des attaques frontales contre le service public que vous-même vous défendez, puisque ça fait plus de 20 ans que vous étiez au sein du service public. Et quand on voit effectivement l'absence finalement de réaction forte, parce que quelles que soient les décisions qui ont pu être prises par l'ARCOM, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Il ne se passe pas grand-chose, ça continue. Donc on aimerait bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, faire face à ces problèmes persistants? Et quelles sont les actions que vous allez mener pour garantir cette honnêteté au niveau de la diversité, de débats contradictoires aussi, ce qui n'est souvent pas le cas sur ces chaînes, pour une maîtrise de l'antenne? Quelle sera votre position? Qu'est-ce que vous allez faire face à ces dérives pour faire respecter ces principes élémentaires? Antoine Bourrat et Catherine Morin-Desailly. Pardon, avec le micro, ce sera mieux. Donc, à mon tour, je vous remercie, Monsieur Boilet, pour vos propos introductifs ainsi que pour votre présentation de parcours fort intéressant. Le président de l'ARCOM a rappelé lors de son audition au Sénat que la protection de la jeunesse et donc du public le moins averti était une mission historique et centrale de l'ARCOM. Depuis le 1er janvier 2022, l'ARCOM s'est vu conférer de nouvelles missions sur les réseaux sociaux visant à lutter notamment contre la diffusion de contenus discriminants, haineux ou violents en ligne, qui sont les principaux éléments constitutifs de deux fléaux étroitement liés qui touchent de manière exponentielle notre jeunesse. Il s'agit, vous l'avez certainement compris, du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Et pour illustrer mon propos, je voudrais prendre un exemple concret, celui d'une personnalité publique. Je pense à l'artiste Oshi, qui est victime d'un déferlement de messages haineux sur la toile depuis 3 ans et qui lance des appels au secours pour que cela cesse. Donc je voudrais savoir, pour lutter réellement et efficacement contre la haine en ligne et ainsi protéger les victimes, en tant que membre pressenti au collège de l'ARCOM, est-ce que vous pourriez nous dire quelle devrait être, selon vous, l'intervention de cette instance pour ce type de situation? Ma deuxième question concerne le DSA, un texte européen qui vise à encadrer les plateformes et réseaux sociaux afin de mieux lutter également contre la haine en ligne et la désinformation.
et qui devrait être mise en œuvre dans son intégralité en 2024, entraînant un bouleversement culturel et organisationnel. Dans quelle mesure la mise en œuvre du DSA va-t-elle, selon vous, européaniser le mandat du collège de l'ARCOM? Et pourriez-vous nous indiquer si l'ARCOM est d'ores et déjà en lien avec les institutions européennes ou des régulateurs nationaux d'autres puissances voisines? Enfin, dès son application, la Commission européenne aura la compétence exclusive sur les plateformes et moteurs de recherche de plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels. Pensez-vous que l'entrée en vigueur du DSA accroît les prérogatives de l'ARCOM ou les réduit-elle au contraire au profit d'une coopération européenne? Dans ce cas, comment l'ARCOM peut-elle agir, selon vous, pour garder la main et travailler de concert avec l'institution européenne sans risquer d'être dépossédée de ses prérogatives? Je vous remercie. Et enfin, Catherine Morin-Desailly. Merci, Président. Je vais compléter la liste des questions, vous remerciant de votre exposé liminaire. Aujourd'hui, la société de l'information à l'ère du tout digital dépend largement de Bruxelles. Mes collègues ont évoqué un certain nombre de textes européens. Vous-même avez évoqué le fait que l'ARCOM devrait être au cœur du débat et de la cité, y compris au niveau européen, sur les grands enjeux. Vous avez évoqué la nécessaire évolution du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence dépend bien, en effet, de l'Union européenne. Comment entendez-vous faire agir l'ARCOM, si nous vous accordions notre confiance, et notamment l'ERGA, puisqu'il existe bien une instance de coordination au niveau des audiovisuels, enfin des autorités de régulation de l'audiovisuel au niveau européen. Comment comptez-vous agir au cœur de ce dispositif pour pouvoir peser et faire évoluer ce droit de la concurrence qui permettrait en effet l'émergence de plateformes européennes qui pourraient faire concurrence aux GAFAM? C'est quelque chose que, personnel, je plaide depuis 2013, mais c'est bien compliqué d'arriver à faire bouger les lignes. S'agissant toujours du rôle de l'ERGA, que pensez-vous de son action, justement, ces dernières années? Pensez-vous qu'il a suffisamment pesé dans le cadre de l'élaboration des textes DMA, mais surtout DSA, et plus précisément sur le DSA, qui a été évoqué tout à l'heure par ma collègues, j'aimerais avoir votre regard sur les dispositifs qu'il contient de manière très pratique pour lutter contre les fléaux que sont la désinformation, mais également les atteintes aux enfants, le cyberharcèlement, la cyberpornographie, etc. Pensez-vous que les dispositions contenues dans ce texte sont suffisamment puissantes vis-à-vis notamment de la transparence des algorithmes pour pouvoir le permettre? Une question qui va un petit peu dans le prolongement concerne la lutte contre le cyberharcèlement, la cyberpornographie. Ça a été évoqué par mes collègues. Je me concentrerai mon propos sur la lutte contre l'exposition précoce des enfants aux écrans, notamment les petits de moins de 3 ans. Vous savez que notre commission a voté il y a quelques années un texte à l'unanimité que j'avais proposé à l'issue d'un travail de notre commission. Une partie de ce texte va être repris d'ailleurs à l'Assemblée nationale prochainement dans les mois qui viennent. Je m'étais largement appuyée sur les travaux aussi du CSA à l'époque, qui disait avoir peu de moyens pour mener des campagnes efficaces d'information. Que pensez-vous? Et une fois installé à l'ARCOM, que pourriez-vous proposer pour renforcer ces moyens qui aujourd'hui paraissent un peu limités? Enfin, dernier sujet qui rejoint la question de mon collègue Michel Laugier, qui porte sur la suppression de la redevance. Vous savez qu'ici, au Sénat, nous avions voté, nous souhaitions que soit intégré à la loi le fait que l'ARCOM puisse, à minima, définir le montant nécessaire à l'exécution des missions du service public, comme une commission qui définirait en réalité le montant de la recette pour l'audiovisuel public. Malheureusement, cette proposition n'a pas prospéré. Qu'en pensez-vous? Car aujourd'hui, le modèle économique de l'audiovisuel public est, il faut bien le dire, quelque peu en danger. En tout cas, la pérennité de la recette de substitution aujourd'hui n'est pas assurée. Voilà, quel regard portez-vous sur ce sujet? Parce que je pense que, encore une fois, comme vous avez dit que l'ARCOM devait être au cœur du débat, je pense qu'il pourrait être amené à émettre un avis.
Je vous remercie de répondre à ces questions. Voilà, je crois que chacun qui le souhaitait a pu s'exprimer et poser ses questions. Elles sont nombreuses. Vous avez vu l'intérêt de notre commission à tout ce qui touche au secteur de l'audiovisuel et au rôle de l'ARCOM. Je vais peut-être vous laisser les regrouper parce qu'il y en a quelques-unes qui se recoupent ou qui se rapprochent. Et je vous donne la parole. Merci, merci de toutes ces questions et de ces prises de parole. Je vais essayer d'y répondre effectivement avec un esprit de synthèse. Vous avez évoqué plusieurs sujets de société majeurs que sont la protection des droits de l'enfant, la lutte contre les fake news, le cyberharcèlement, la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, et on pourrait bien entendu ajouter tout ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité. Ces sujets, ils sont majeurs, et ce que je vous disais dans mon propos préambule, j'ai, pendant toutes ces années à France 2 et aux antennes, beaucoup porté avec les équipes les mobilisations autour de fiction ou de documentaires parlant de ces questions. Je vous prends deux exemples. J'ai le souvenir qu'il y a une petite dizaine d'années, on a porté sur l'antenne de France 2 un doc remarquable, harcèlement scolaire, il se manifeste, avec un témoignage poignant de Nora Fraisse que vous connaissez. Et c'est vrai que ce documentaire, quand on l'a mis sur France 2, ce sujet du harcèlement scolaire était totalement tabou. Et donc on avait essayé d'orchestrer un dispositif pour faire en sorte que la société se saisisse de cette question. L'autre exemple, je vous écoutais concernant là aussi la pornographie. J'ai le souvenir aussi d'une soirée spéciale qu'on avait consacrée sur France 2 avec la productrice Fabienne Servan-Schreiber et Ciné TV pour justement éclairer sur cette question de société. Donc c'est certain que si vous m'accordiez votre confiance dans une autre posture, qui serait bien entendu celle du régulateur, avec l'ensemble des acteurs audiovisuels, publics, privés et les acteurs du numérique, effectivement, je continuerai à être investi avec beaucoup d'ambition et un sens de l'engagement et de la citoyenneté accrue. Et de ce point de vue-là, au-delà, je dirais, du droit, qui doit rester au niveau français ou européen le socle absolu de la régulation de l'audiovisuel, au-delà de cette régulation ex post qui laisse toute la liberté aux différents acteurs, il est certain que dans le débat public, au-delà du droit ou des sanctions, ou de telle ou telle mise en garde, il faut sans doute, sur les réseaux sociaux ou en prise de parole, sans cesse remettre l'ensemble de ces acteurs sur ces questions face à leurs responsabilités. Parce que si on veut créer davantage de conscience sur ces problèmes majeurs et davantage de vivre ensemble, il faut qu'on soit tous autour de la table, mais il faut que l'ensemble de ces acteurs, je le redis, audiovisuels et numériques, jouent un rôle absolument moteur. Donc je serai de ce point de vue-là extrêmement mobilisé sur ces questions. Alors sur le processus de nomination, vous comprendrez bien qu'il ne m'appartient pas le soin de commenter finalement les tenants et les aboutissants. Je suis fier et heureux d'être devant vous ce matin et je me projette avec vous sur la suite, mais je n'ai pas à rentrer peut-être à mon niveau plus dans le détail de tout ceci. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé de l'audiovisuel public. Ce que je voulais vous dire sur l'audiovisuel public, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vision d'un audiovisuel public fort, elle s'inscrit dans une vision globale sur la nécessité d'un équilibre entre le secteur privé et l'audiovisuel public. Et je le redis, il s'agit du gage et du cœur du réacteur de l'évolution du secteur. Nous devons maintenir cet équilibre qui est le gage du pluralisme des médias. Et de ce point de vue-là, je rebondis sur vos propos, il est certain que
dans un contexte de plus en plus agité à tout point de vue au niveau français, européen ou mondial, on voit bien, à l'heure des fake news, à l'heure de tous ces sujets de citoyenneté qui sont posés, on voit bien qu'on a furieusement besoin d'un audiovisuel public qui apporte dans le paysage toute sa différence. Quand la présidente Delphine Ernotte dit que le service public, c'est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, on voit bien ici le rôle majeur de l'audiovisuel public en matière d'accès à la culture et le rôle aussi au niveau du divertissement ou encore de l'information. Donc de ce point de vue-là, je vous dirais qu'effectivement, ma vision, c'est que cet audiovisuel public, il doit pouvoir s'inscrire dans une pérennité, il doit pouvoir s'inscrire dans une vision long terme. Et de ce point de vue-là, effectivement, le fait éventuellement, je crois que c'est à l'étude, de prolonger le financement au travers d'une quote-part de la TVA est plutôt, à mes yeux, un signal positif, puisqu'il sous-entend derrière une logique d'affectation de recettes. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement important par rapport à ce que sont les missions de l'audiovisuel public. Mais je le redis, équilibre entre l'audiovisuel public et les acteurs du privé. De la même manière, j'essaie de répondre un petit peu dans l'ordre, l'idée c'est d'entrer effectivement dans un collège. Je crois que vous avez vu et vous voyez quels sont les sujets qui me tiennent à cœur d'un point de vue citoyenneté, d'un point de vue éducation aux médias, lutte contre les fake news, lutte contre les discriminations, tous ces enjeux de société. Mais il ne m'appartient pas maintenant de pouvoir vous dire où est-ce que je pourrais éventuellement me positionner par rapport au fonctionnement du collège dans ces différents groupes de travail. C'est une prérogative et des discussions qu'il faudrait avoir le moment venu avec le président de l'ARCOM et le collège. Le point important que vous avez évoqué à plusieurs reprises concernant finalement l'enjeu majeur pour les acteurs régulés de l'audiovisuel des conventions signées et négociées avec l'ARCOM. Ces conventions, elles existent, elles sont claires, et moi, la notion sur laquelle j'ai le plus travaillé quand j'étais en responsabilité, d'un point de vue éditorial, c'est la notion de maîtrise de l'antenne. Et vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur. Et pour moi, la maîtrise de l'antenne, peut-être il faudrait à terme, mais il en revient au pouvoir législatif et à l'exécutif, mais peut-être de le clarifier par une notion que j'aime beaucoup et que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle finalement de la nuance des débats. Je pense qu'il faut compléter, et c'est une proposition que je me permets humblement de partager avec vous, mais il me semble important que cette notion de maîtrise de l'antenne, qui garantit le fonctionnement et la liberté d'expression sur les antennes, elle doit pouvoir sans doute être complétée par cette notion de nuance. C'est important sur un plateau de maîtriser l'antenne, de pouvoir exprimer toute forme d'opinion, y compris sur l'audiovisuel public, mais il faut le faire dans une diversité de points de vue, dans une logique de maîtrise de l'antenne, qui n'empêche en rien l'expression des opinions, mais qui permettent de donner des clés aux téléspectateurs pour se faire tout simplement un avis par rapport à tel sujet politique ou tel sujet de société. Et c'est en ça qu'il faut aussi avoir en tête que toutes ces chaînes qui sont régulées par l'ARCOM peuvent être sanctionnées. Des sanctions ont été prononcées, jusqu'à des sanctions financières. C'est une notion que j'évoque beaucoup avec mes étudiants du CELSA. Je leur dis toujours, une instance de régulation sectorielle, elle a une crédibilité au sein du secteur si et seulement si elle a une capacité de sanction. Et force est de constater que dans le cadre de la création de l'ARCOM, on a plus de possibilités de sanctionner le monde du numérique et des réseaux sociaux. Mais force est de constater qu'on n'a pas, sous votre contrôle, une panoplie de dispositifs aussi importants et larges que ce qui se passe sur l'univers du linéaire. Donc oui, il faut regarder les choses
avec beaucoup d'attention. Il faut mettre les acteurs face à leurs responsabilités, mais il faut aussi prendre un peu de distance par rapport à tout ça en se disant qu'on a un socle régulationnel pour les acteurs privés comme publics de l'audiovisuel qui est déjà important et qui pourrait philosophiquement nous inspirer par rapport aux réseaux sociaux et aux réseaux numériques qu'on vient d'évoquer. Et ça me semble quelque chose d'effectivement assez important. C'est voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et il y a un moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on pourrait aussi y apporter une attention toute particulière. Ce que je voulais aussi vous dire de ce point de vue-là, c'est que mon expérience à France 2 et à France Télévisions, au niveau de l'éditorial ou des programmes, c'est que ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est justement de travailler avec des équipes autour de la liberté de création, de l'émulation éditoriale, du management des talents, de la créativité et d'un point de vue information, vous en parliez encore, toutes les valeurs et les vertus de l'investigation. Et dans tout ça, en évitant la censure ou l'autocensure, et donc je suis très attaché à ces principes, et j'ai suffisamment managé des talents ou des équipes pour savoir aujourd'hui doser et mesurer en la matière le rôle de l'Arcom. C'est pour cette raison que l'instruction des dossiers au niveau juridique est essentielle. Forcément, le temps du juridique est plus long que le temps des réseaux sociaux ou des médias en ligne, mais c'est important de pouvoir prendre le temps de juger les choses. Et je crois beaucoup de ce point de vue-là à deux choses. C'est au cœur d'une instance de régulation sectorielle, cette capacité de dialogue avec les acteurs, avec le principe du contradictoire. Donc je pense de ce point de vue-là que c'est quelque chose de fondamental pour l'Arcom. Mais l'autre point, c'est que en parallèle de cette instruction juridique sur tous ces sujets qui sont de l'ordre des sanctions, et si des sanctions doivent être prises au regard de la non-maîtrise de l'antenne, elles doivent être prises et elles peuvent, vous le savez, aller très loin. Mais il me semble important en complément de pouvoir, là aussi, si j'intégrais cette instance, accompagner les démarches au niveau communication, au niveau prise de parole sur les réseaux sociaux de l'Arcom ou encore dans les médias, pour simplement remettre au centre du village cette question fondamentale de la responsabilité des acteurs audiovisuels et numériques. Mais je le redis, quand des sanctions doivent être prises, elles doivent être prises. Par rapport à votre question, qui est une question je dirais, sur la posture, ce serait une autre vie que celle d'intégrer l'Arcom. Je connais ce secteur, je le connais dans sa globalité. C'est aussi un secteur où les gens bougent. Donc pas mal de mes anciens patrons se trouvent aujourd'hui au sein de groupes privés. Donc j'ai des anciens camarades d'école qui se retrouvent aujourd'hui chez Netflix. Donc j'ai une connaissance large du secteur, je pense de ces enjeux, de ces acteurs, et je saurais prendre de la distance, quel que soit l'attachement citoyen que je peux avoir pour l'audiovisuel public, d'un point de vue structurel et industriel, je saurais, croyez-moi, le moment venu, jouer un rôle d'intérêt général qui implique naturellement une posture différente. Et donc ça, c'est tout un travail, effectivement, que j'ai fait ces derniers jours par rapport à cette question. Mais là aussi, c'est le gage de l'indépendance et vous serez un bon membre de l'Arcom et de son collège si vous êtes en capacité, effectivement, de prendre de la distance par rapport au groupe dans lequel, effectivement, j'ai passé plus de 20 ans. Je l'ai dit, on a évoqué à l'instant la redevance ou encore la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Sur cet audiovisuel public, là encore, il ne m'appartient pas, je ne peux pas vous dire quelle serait ma vision par rapport à l'évolution de la gouvernance, puisque il s'agit là du rôle de l'exécutif et du législatif. Ce que je peux simplement vous dire,
c'est que quand on aborde toutes ces questions citoyennes, d'enjeux numériques, industriels, plus les acteurs de l'audiovisuel public y vont grouper, y vont en solidarité, y vont main dans la main, plus on est en capacité de créer de l'impact, de faire la différence. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport aux enjeux de l'audiovisuel public, notamment sur le numérique, si effectivement France Télévisions est amené, comme TF1 M6, à sortir de salto, l'enjeu sur le numérique, il est absolument colossal. Les résultats aujourd'hui de Radio France sur les podcasts ou sur le numérique, ou encore de France Télévisions sur sa plateforme France.tv, sont des résultats extrêmement encourageants et positifs. Il faut aller beaucoup plus loin d'un point de vue coopération. Vous le savez, au niveau des territoires avec France 3 et France Bleu, mais sans doute l'accélération des démarches de coopération est un enjeu encore plus important par rapport au numérique. Sur les plateformes de SVOD étrangères, la première bonne nouvelle, c'est depuis un an ce conventionnement et ces conventions entre ces plateformes SVOD et l'ARCOM, qui nous permet d'avoir un socle encore plus solide en matière de financement de la création audiovisuelle et cinématographique. C'est un point important pour l'exception culturelle. Il faut veiller, dans ce contexte, à la bonne application et le respect par ces différents acteurs de ces conventions. C'est tout l'enjeu, là encore, la responsabilité de l'ARCOM. Il y a une convention, il faut tout simplement vérifier la bonne exécution par les plateformes de ces obligations. Le petit point que je voulais ajouter, d'un point de vue régulation et droit de la concurrence, on a tous constaté l'échec de la fusion entre TF1 et M6. Dans cette logique de constitution de champions nationaux par rapport à Netflix, Amazon ou encore Disney. Et il est vrai que cette décision de l'autorité de la concurrence a été fondée et prise en fonction du droit de la concurrence. Mais c'est vrai que si on prend un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, il faut qu'on se dise collectivement qu'au même moment, Netflix a annoncé sur le marché le développement d'une offre avec publicité. Et de ce point de vue-là, au niveau de la régulation, on est en mesure de rien dire. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'évolution des règles en matière de droit de la concurrence. Il faut effectivement que ces règles, elles soient poussées le plus possible au niveau européen. Il faut qu'on se pose des questions sur l'évolution de ces règles pour pouvoir effectivement constituer des champions nationaux. L'enjeu européen, je crois l'avoir évoqué à l'instant. Je crois avoir fait le tour des différentes questions. Ce que je pouvais peut-être vous dire également pour aborder de façon transversale plusieurs de vos questions, c'est que j'envisage et je vois le rôle de l'ARCOM aussi comme consistant à créer un cadre global d'un point de vue économique, d'un point de vue éditorial, pour faire en sorte que nos médias français, audiovisuels et numériques, puissent exprimer au niveau de l'information, au niveau de la culture, puissent exprimer le meilleur sur tous les plans et dans tous les genres de programmes, mais créer ce contexte en prenant en compte cette liberté de la communication audiovisuelle. Il faut bien entendu, en parallèle, agir en responsabilité, c'est-à-dire suivre de manière extrêmement attentive ce que font les différents groupes régulés et effectivement être amené à les mettre, s'il le faut, face à leurs responsabilités, mais dans le cadre plus global, effectivement, de l'exercice de cette liberté de la communication audiovisuelle. Alors, je n'ai pas évoqué les enjeux du DAB, là aussi qui sont colossaux
accroître là encore l'impact et l'audience consolidée de la radio. Là-dessus, le rôle de l'ARCOM est absolument majeur. Voilà, Monsieur le Président, peut-être. Merci, Monsieur Boilet. Je crois que vous avez été très complet par rapport aux différentes questions qui vous ont été posées. Merci de cet échange. On a pu mesurer à la fois votre parcours et aussi la force de certaines de vos convictions. Merci. Je vais vous inviter maintenant à quitter cette salle Médicis, tout simplement parce que nous allons procéder au vote. Je vous remercie.